Donc, bonjour tout le monde. Alors, je me présente, Maxime Tassé. Je suis président du Conseil des diplômés ici à la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM, mais également, j'occupe plusieurs postes là, dans mon milieu de travail, c'est-à-dire membre du comité des enseignants à statut précaire de l'Alliance des professeurs et professeurs de Montréal et aussi délégué des précaires à l'Assemblée des personnes déléguées du même syndicat. Donc, j'ai préparé une présentation. Il faut dire que, bon, je ne suis pas un professeur à l'université, là, donc ma présentation n'a pas la présence peut-être de servir de la recherche, mais par contre, elle fait un peu état là, des éléments qu'on retrouve, qu'on entend sur le terrain, donc on entend abondamment aussi. Donc, j'ai peut-être cette approche terrain-là que d'autres personnes n'ont pas, mais on peut faire des liens facilement avec la recherche. On poursuit. Donc, pourquoi le Conseil s'est-il intéressé à l'insertion professionnelle? Donc, tout d'abord, dans la politique qui régit nos activités, donc, c'est aussi, c'est justement de mettre en place des activités qui permettent, qui favorisent l'insertion professionnelle et l'avancement aussi professionnel des diplômés ici. Donc, c'est un mandat aussi politique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, lorsque je me suis présenté au Conseil de diplômés, c'était vraiment, on voulait sensibiliser les différents acteurs sur la question de l'insertion professionnelle et du taux de décrochage des enseignants. Donc, c'était une proposition du plan d'action de la présidence. Donc, en 2010, je vais me dire 2010, 2013, on est loin. Qu'est-ce qui a été fait? Écoutez, aussi, là, bon, il y a des membres, c'est des membres bénévoles, donc aussi, on est occupé avec nos milieux, avec notre travail. Donc, des fois, on a un peu moins de temps à travailler là-dessus, mais on travaille. Donc, on est parti de cette prémisse-là que vous avez à maintes reprises entendu aujourd'hui, c'est-à-dire que 20 des enseignantes et des enseignants quittent la profession dans les 5 premières années de pratique. Donc, doit-on s'inquiéter de ce taux de décrochage-là? J'en ai parlé avec plusieurs acteurs de mon milieu. Bon, certains disent, par exemple, « Ah, bien, il ne faut pas vraiment s'inquiéter de ça parce que, dans le fond, il y avait peut-être à décrocher, donc il y en a peut-être qui voient après la pratique. » Ce n'est pas vraiment pour eux. Moi, je pose la question suivante, d'ailleurs, qui a été posée lors de la commission d'éducation, je pense c'est en 2006-2007, par la rectrice de l'UQAM à l'époque, Mme Danielle Laberge, qui disait « Si on avait le même taux de décrochage pour les médecins, c'est-à-dire de 20 en tant que société, on s'en inquiéterait, j'imagine. Donc, pourquoi ne s'inquiète-t-on pas de ce taux de décrochage-là chez les jeunes enseignants? » Aussi, il faut se questionner aussi, là, c'est peut-être un élément, mais 20 de taux de décrochage, donc c'est 20 de l'argent investi par l'État dans nos diplômés, donc des diplômés qui ne viennent pas travailler ou qui ne travailleront plus dans le milieu scolaire, du moins en tant qu'enseignant. On poursuit donc. Aussi le contexte donc, de notre sondage, donc la convention collective, donc 2010-2015, donc avait un annexe qui disait que les commissions scolaires en question doivent mettre en place des mesures d'insertion professionnelle au plus tard au cours de l'année 2013-2014. Donc moi, je travaille dans une commission scolaire de la grande région de Montréal. Il n'y avait rien qui était fait aussi. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est un peu devancer les commissions scolaires pour leur proposer des choses, notamment en sachant ce qui se fait ailleurs aussi. Donc, ce qu'on trouvait aussi, c'est qu'il y avait un manque de coordination entre les intervenants. Donc, il y a des choses qui sont réalisées par rapport à l'insertion professionnelle, mais il n'y a pas de coordination. Donc, on connaît le problème. Ça fait longtemps, lorsque j'ai commencé mon bac en 2005, on disait ce chiffre-là. Vous avez 20 de taux de décrochage, il faut travailler là-dessus. On en parle, mais il n'y a rien qui a été fait. Oui, il y a des choses qui ont été faites, mais on dirait qu'on tirait un peu partout sans centraliser nos efforts. Donc, le but du sondage, c'était de connaître les mesures vécues par les nouveaux enseignants qui leur permettent de mieux vivre leur insertion professionnelle. Donc, nous, on s'est associé avec le directeur du CRIPFE, donc qui est M. Thierry Carzanti, donc qui mène une étude, lui, sur les causes possibles du décrochage. Nous, pour le volet des diplômés de l'UQAM, on a ajouté un volet qui était les enseignants qui travaillent en ce moment, qu'est-ce qui leur ont permis de rester accrochés. Donc, c'est ce qu'on voulait savoir. Donc, nous, ça nous dit par le fait même les différentes mesures qui sont efficaces dans les milieux. Malheureusement, nos résultats ne sont pas encore disponibles. Ça viendra éventuellement. Donc, c'est ça. On en reparlera. J'imagine que vous aurez l'occasion d'en entendre parler. Et ce qu'on voulait aussi, c'est positionner le Conseil de diplômés comme intervenant dans cet enjeu. Donc, c'était sensibiliser les différents acteurs au sein du CAM à cette problématique-là. Donc, pour ce qui est de la recension des écrits, donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il existe de nombreux programmes d'insertion professionnelle dans les commissions scolaires ou dans les écoles, des mesures qui sont mises en place, mais on ne les connaît pas.
Donc, comme j'ai dit, il y a un manque de coordination, il y a un manque de centralisation. Il y a un problème de transmission des informations relativement à cela. Donc, par exemple, lorsque j'étais au comité des enseignants en statut précaire, donc, on avait même la difficulté à trouver des recherches qui faisaient état de ça. Donc, des fois, on a la misère. Donc, ça a été assez difficile aussi à cet égard. Donc, l'insertion professionnelle ou la structure du glacier, donc j'ai utilisé une petite allégorie, là, vous allez comprendre. Donc, le glacier, vous savez, donc ce qu'on voit au-dessus et ce qu'en fond, ce qui est en dessous. Donc, pour moi, c'est ce que l'on voit, là, c'est ce qu'on voit tous les jours, mais les vrais problèmes sont en dessous et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, les causes possibles du décrochage enseignant, donc en apparence, donc ce que tout le monde connaît habituellement, là, donc les tâches plus difficiles en entrant dans la profession. Moi, je pense souvent à l'exemple des avocats. Okay? Donc, un avocat gradué, fait son barreau, commence à travailler, nous ne lui donnerons jamais les cas les plus difficiles. Hein, il va commencer, il va assister, donc il va faire ses premières causes, c'est des causes un peu plus faciles, puis à mesure, à force, lorsque l'expérience rentre, on s'occupe des causes un peu plus importantes. Donc, par contre, en enseignement, souvent, on se retrouve avec des queues de tâches, enseigner plusieurs matières. Moi, par ailleurs, cette année, j'enseigne l'art plastique. Je ne suis aucunement formé en art plastique, mais c'est quand même très bien. Mais je ne connais pas ça, donc des fois, c'est peut-être plus difficile pour les enseignants aussi. Donc, la lourdeur de la tâche aussi. Souvent, là, tantôt, on a parlé de formation initiale à l'enseignement. On a des stages, les stages, c'est très bien, mais est-ce qu'on sait vraiment encore qu'est-ce que réellement le travail enseignant? Donc, des fois, on a un petit choc en arrivant, c'est vraiment en ayant notre premier contrat. La précarité d'emploi, donc on en a parlé aussi lors de la matinée. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc on a des attentes. On sort avec notre brevet, on est embauché par une commission scolaire, on est embauché, donc on s'attend à travailler. Là, dans plusieurs cas, les enseignants vont travailler peut-être deux ans en faisant de la suppléance, donc des fois vont vivre des petits contrats. Donc, la précarité, ce n'est pas seulement d'attendre un poste 3 jours avant la rentrée, mais aussi au cours d'année de faire des remplacements de 3 semaines, attendre au bout du fil, un autre contrat, 3 semaines. Donc, c'est toujours de l'adaptation continuelle. Donc, à mesure de vivre ces éléments-là, ça peut devenir dérangeant aussi et c'est une cause probable du décrochage des enseignants. Donc, la dichotomie qui est entre la perception et le vécu du travail enseignant, donc c'est un peu ce que j'ai mentionné aussi. Donc, il y a des éléments qu'on n'a peut-être pas vus dans notre formation initiale. On se dit, ah, il y a ça à faire. OK, c'est peut-être un peu plus contraignant, difficile. Difficulté à vulgariser les détresses vécues. Ça, je l'ai mis. Donc, des fois, je trouve qu'il y a des non-dits en enseignement. Ici, on arrive là, on arrive, première année, on veut avoir l'air fort, tout ça, on veut pas de problème. Dans le fond, on vit des détresses, mais on ne veut pas les partager parce que c'est comme, ça paraît un peu mal. Mais malheureusement, mais comme je vous dis, moi, c'est ce que je vois, ce qu'on entend sur le terrain. Mais il y a une espèce de culture comme ça ici, en enseignement. Donc, on a de la misère à vulgariser ça. On ne sait pas tout le temps à qui aller se confier au début. Donc, lorsqu'on arrive dans un nouveau milieu. Et aussi l'absence des programmes d'insertion professionnelle. Donc, ça, c'est les causes qu'on voit aussi en apparence, qui sont assez connues. Là, donc, derrière, la littérature en parle aussi. En profondeur, donc, en faisant des recoupements, en allant voir d'autres recherches, on s'est rendu compte de certains éléments. Donc, tout d'abord, la culture professionnelle critique dans les relations entre les enseignants. Donc, ce qu'on veut dire, souvent, les enseignants ont tendance, oui, les enseignants se parlent, tout ça, mais des fois, il manque un peu de collaboration entre les enseignants. Donc, un enseignant qui arrive en début de carrière, donc, souvent, c'est peut-être plus dur de collaborer. Donc, les enseignants, peut-être plus expérimentés, ont leur façon de faire. Et là, on veut essayer de travailler avec eux, mais là, ils disent non, ça fonctionne comme ça. Là, nous, on ne veut pas trop embarquer dans leur façon de faire aussi, parce qu'on a nos propres idéaux. Hein, on parlait de ça ce matin, notre façon de faire. Donc, finalement, on se retrouve à travailler chacun de notre côté et ça fait un surplus de tâches pour le nouvel enseignant parce que lui, dans le fond, il va construire ces choses aussi. La faiblesse institutionnelle du travail d'équipe. Donc, le travail d'équipe, on en parle, c'est important. D'ailleurs, il y a des études qui démontrent que lorsque les enseignants travaillent réellement en équipe, que ça l'aide à la réussite des élèves. Pourtant, c'est en est tout autre dans les milieux scolaires. Là. Donc, dans l'organisation du travail, donc, des fois, on n'a pas de temps pour se réunir en équipe pour travailler là-dessus. Donc, on est limité dans notre tâche. Et j'ai mis aussi, là, les réunions ne font pas les équipes. Donc, souvent, là, des réunions, ce n'est pas un travail d'équipe. Donc, souvent, les réunions, lorsqu'on va discuter d'approches pédagogiques ou de façon de faire ou comment mieux évaluer les élèves pour une telle évaluation, les enseignants trouvent ça un peu, là, on a d'autres choses à faire, fait que finalement, on se réunit 1 heure, on est fatigué, on retourne à la maison. Donc ça n'aide pas non plus là,
à mobiliser les enseignants dans leur pratique aussi, là, surtout les jeunes enseignants. Ensuite, l'insertion sociale. Donc, on aime ça. Donc, on parle beaucoup d'insertion professionnelle, mais qu'en est-il de l'insertion sociale? Donc, souvent, là, on entend dans les salles de profs, hein, on va parler, on arrive, là, les enseignants vont parler, ils vont un peu faire des blagues sur les élèves. On a-tu vu tel élève? As-tu vu tel élève? Donc, rarement, on va discuter de pratique. Okay? Souvent, aussi, on est tanné, on enseigne, on ne veut pas parler d'enseignement lors de l'heure du dîner ou durant les pauses, mais pourtant, ça serait gagnant aussi, surtout pour les jeunes enseignants, peut-être qu'ils se questionnent, puis on revient toujours à la vulgarisation des détresses vécues. Et également le poids des enseignants en début de carrière dans le processus décisionnel. Donc, je peux vous donner des exemples. Okay? Souvent, bon, c'est des exemples vécus là, que j'ai vus soit par des collègues ou par moi-même. Donc, une assemblée générale, on prend une décision pour l'année prochaine, et il y a toujours, on a vu souvent la question, là, vous allez peut-être vous étonner de ça, mais est-ce que les enseignants à statut précaire ont le droit de voter parce qu'ils ne seront peut-être pas là dans 2 semaines, ils ne seront pas là l'année prochaine, donc pour une décision. Donc, moi, chaque fois que j'entends ça, ça m'hérisse, ça me scandalise, mais on l'entend, on le voit dans bien des cas. Cela aussi. Et souvent, pour avoir participé à ça, donc je m'implique beaucoup, moi, dans mon milieu comme ça, souvent, les enseignants à statut précaire vont s'abstenir. Ils vont préférer pas commenter parce que je ne serai pas là. Donc, les enseignants à statut précaire s'excluent eux-mêmes aussi. Donc, ils ne prennent pas part parce qu'on dit, tu sais, qu'est-ce que ça change? Je ne serai pas là l'année prochaine. Donc, ici, il y a un peu d'auto-exclusion dans cette optique. Dernier élément, et non le moins, donc la structure organisationnelle. Donc, tout d'abord, pour ce qui est du processus d'embauche, on en parlait ce matin, donc M. Tardif a dit qu'on engageait les gens dans la cour. Pour vous dire, encore, oui, il y a eu une période où il n'y avait plus de place en tant qu'enseignant, mais je trouve que c'est revenu un peu. Et c'est vrai qu'il ne manque pas d'enseignants, mais il manque de remplaçants. C'est ça qu'on a besoin. Donc, on embauche, mais après, on ne fait pas nécessairement travailler. Donc, pour vous donner un exemple, les processus d'embauche, là, c'est on arrive, on signe notre papier, OK, c'est une séance jusqu'à 20-30 personnes et on sort. Donc, aucune entrevue, aucune réflexion à cet égard-là. Donc, il faudrait peut-être se questionner aussi là-dessus. Donc c'est une question de gestion des ressources humaines, en fait. Et j'ai mis l'emploi à tout prix. Donc, on voit beaucoup dans certaines commissions scolaires, donc, on doit absolument prendre un poste à 100 % parce que sinon, on peut reculer sur la liste. Donc, il faut absolument travailler. On veut aussi, il y a toujours la perspective, je veux travailler aussi, je veux faire de l'argent, c'est important. Donc, il faudrait peut-être, des fois, prendre du recul. Est-ce que je suis mieux d'accepter, ou peut-être en début de carrière, un contrat à 85 % dans une école que je connais déjà, où j'ai déjà fait un stage, donc ça l'aiderait grandement, à mieux insérer professionnellement les enseignants, les nouveaux enseignants. Donc, il faut se questionner à cet égard-là aussi. Donc, réflexion pour conclure. Donc, tout d'abord, pour ce qui est des limites, des mesures d'insertion professionnelle. Donc, il y a des mesures qui ont été mises en place, mais il faut peut-être un peu se questionner. Donc, concernant l'enseignant accompagnateur, ou certains l'appellent le mentor, moi, j'aime mieux le mot enseignant accompagnateur, là, parce qu'un mentor, ça implique une relation différente. Donc, le choix. Donc, on arrive dans une école, un enseignant accompagnateur, OK, mais est-ce qu'on va bien s'entendre avec lui aussi? Donc, il faut qu'il y ait une certaine relation, surtout que si on pratique l'analyse réflexive, OK, donc il faut pouvoir être en mesure de questionner. L'enseignant accompagnateur, selon quelle mesure le choisit-on? Est-ce qu'il est choisi par le nouvel enseignant? Est-ce qu'il est choisi par la communauté de l'école? Ou est-il choisi... c'est correct. Et où est-il choisi par ses collègues? Ou c'est une candidature individuelle? Donc, il faut se questionner par rapport au choix aussi. Les formations offertes aux enseignants en début d'année. On offre des formations pour les nouveaux enseignants en début d'année, mais on s'entend en début d'année, on a d'autres chats à fouetter. Souvent, on vous dit, OK, tu dois te rendre à la commission scolaire pour un après-midi. Donc, on a une formation d'insertion professionnelle. Donc, ici, sauf qu'on veut préparer nos cours. Hein. Souvent, on a notre contrat 3 jours avant la rentrée. On a du travail à faire. Donc, des fois, ça nous tente plus ou moins d'aller là. On va peut-être sauter cette formation-là, malheureusement. Donc, est-ce que ces formations-là sont pertinentes en début d'année? Et la récurrence des investissements. Donc, pour l'instant, le ministère a débloqué des sommes pour l'insertion professionnelle. Donc, vont-elles rester ces sommes-là? Donc, c'est des éléments sur lesquels il faut se questionner aussi. Mais surtout, donc, moi, j'ai ajouté ma petite touche ici. Là, donc, on va voir les processus d'embauche du personnel enseignant. Donc, ici, justement, comme je l'ai dit, peut-être de mieux cibler les gens embauchés. Là. Et... donc, dernier élément aussi, devrait-on revoir certains aspects de la tâche des enseignants en début de carrière? Donc, je m'explique ici. C'est sûr, là, un enseignant, donc,
il y a une convention collective qui régit ça, donc c'est la tâche. Okay? Donc, il n'y a pas de question, il n'y a pas de gens qui ne devraient pas avoir... il n'y a pas des enseignants à temps partiel aussi. Là. On fait tous la même tâche, sauf que il faudrait peut-être se questionner, est-ce qu'on pourrait dégager certains éléments de la tâche pour permettre aux enseignants en début de carrière de mieux s'insérer professionnellement. Donc, je prends l'exemple d'un programme d'insertion professionnelle qui a été mis en place dans une commission scolaire récemment. Bon, c'est à côté, là, ce n'est pas nécessairement dans la tâche pour l'instant. On pourra, je ne sais pas trop ce qui s'en vient avec ça. Et l'enseignant accompagnateur, lui, c'est un surplus de tâches aussi. Donc, est-ce qu'il va vraiment avoir une volonté de faire ça? Oui, peut-être en début d'année, mais finalement, peut-être qu'on va laisser tomber. Donc, c'est des questions qui nous font réfléchir. Donc, peut-être que mes collègues auront l'occasion d'y répondre. Mais je crois que c'est assez pertinent et peut-être que notre étude va répondre à ces questions. Je vous remercie. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, M. Tassé. J'invite maintenant Sébastien Bouchard à venir faire sa présentation. Merci, bonjour à tous. Ma présentation sera en continuité avec les présentations précédentes. Donc, mon nom est Sébastien Bouchard, je suis conseiller à l'action professionnelle et pédagogique à la FSE, la Fédération des syndicats de l'enseignement. Et suite aux présentations de ce matin, je préciserai dès maintenant que le syndicalisme que nous faisons à la FSE est un syndicalisme que l'on dit professionnel, c'est-à-dire qui travaille à la fois sur les conditions de travail, mais aussi sur les conditions d'enseignement et les conditions d'apprentissage des élèves. Alors, c'est une tradition que l'on a développée sur le long terme qui se continue. Vous verrez que nos travaux sur la question de l'insertion professionnelle s'inscrivent dans le cadre de notre approche professionnelle du syndicalisme. Alors, je vais débuter par présenter rapidement les travaux que nous avons faits sur cette question et par la suite présenter les enjeux et les solutions que nous proposons. Alors, dans les 20 dernières années, la FSE a effectué une série de travaux sur la question de l'insertion professionnelle. Et ça a pris plusieurs formes. Notons des collaborations de recherche, entre autres avec Mme Mouka Moreira en 2005 et une nouvelle collaboration qui est présentement en cours avec Mme Mouka Moreira et M. Martineau, qui est malheureusement pas présent aujourd'hui. Nous avons aussi fait une vaste tournée que je vais présenter plus en détail et une enquête sur les politiques d'insertion mises en place dans les commissions scolaires. Je vous ai parlé d'une vaste tournée qu'on a faite. C'est en 2007-2008. On a rencontré 1200 enseignantes et enseignants à travers le Québec. Lors de cette tournée, très majoritairement des enseignantes et enseignants, principalement des nouveaux et nouvelles, mais aussi des enseignants d'expérience pour échanger sur les mesures à mettre en place. Ce fut dans le cadre de 27 rencontres différentes. Et ce fut une recherche évolutive en 3 phases. Cette tournée a d'abord porté sur une validation des résultats de la recherche. Donc, on partait de ce que la recherche nous disait sur l'insertion, sur la désertion, mais aussi en partie sur d'autres sujets comme la violence qui est particulièrement vécue en début de carrière. Et donc, on exposait les résultats et on les validait avec les enseignantes enseignants en place. Dans la deuxième phase de la tournée, on a identifié les pratiques et les politiques qui étaient présentes dans les milieux et vérifié quels étaient les éléments qui étaient favorables à l'insertion dans ces politiques et ces pratiques qui étaient en place. Enfin, on a dégagé des pistes de solutions, des orientations qu'on a toujours dans le cadre de la tournée validées avec les enseignants pour vérifier si ça répondait vraiment aux besoins des enseignantes et enseignants en début de carrière. Cela a mené à des prises de position en 2008. Qui sont les positions sur lesquelles nous développons encore un travail politique à ce sujet depuis. Nos travaux sur la profession enseignante, qui sont nombreux à la FSE, ont aussi alimenté nos réflexions sur l'insertion professionnelle. Alors, je vous ai présenté, et je ne l'ai pas dit au début, mais ma présentation est de façon écrite sur la table à l'entrée. Donc, ceux et celles qui veulent l'écrit, c'est présent à l'entrée. Donc, on a fait toute une série de travaux
portant sur la profession enseignante à la FSE et ces travaux ont pu compléter nos réflexions sur l'insertion professionnelle. Alors, je fais ici une synthèse des grandes difficultés qui ont été notées. J'aurais pu développer plus, mais ça a été fait un peu en début et j'avais prévu que M. Martineau développe beaucoup sur cette question-là. Alors, j'y vais rapidement. Mais donc, toute la question de la lourdeur de la tâche, des classes difficiles, toute la question de la précarité en tant que telle et des différentes formes que ça peut prendre, la question de l'isolement et des manques de mesures d'accueil et d'accompagnement, les écarts entre les attentes qu'on peut avoir et la réalité de l'enseignement en début de carrière, et enfin le manque de valorisation, de reconnaissance du travail, et enfin la question de la violence aussi, qui est une réalité qui est malheureusement plus présente en début de carrière, sous différentes formes. Bien sûr, pour limiter ces difficultés-là, il y a plusieurs actions à mener, entre autres des mesures d'insertion professionnelle. Alors, j'y vais rapidement. Probablement que Mme Lamoureux va développer beaucoup plus que moi, mais j'y vais rapidement en disant que des mesures d'insertion, c'est particulièrement des mesures d'information, des mesures d'accueil et d'accompagnement, qui prennent différentes formes. Et on peut voir, il y a d'autres formes aussi, comme des formations adaptées et des communautés là, plus virtuelles qui peuvent se développer. Donc, Mme Lamoureux pourra probablement donner des exemples. Nous avons constaté, dans l'enquête que nous avons menée en 2010, que chez les commissions scolaires où la FSE est présente, c'est-à-dire on représente les 2/3 des enseignants au Québec, il y avait de l'aide informelle aux enseignants en début de carrière partout, mais seulement la moitié des commissions scolaires à cette époque avaient prévu des politiques systématiques d'insertion professionnelle. Trop souvent, on se retrouvait avec dans une commission scolaire, une école où il y avait une équipe enseignante et une direction qui mettait sur pied un projet intéressant. Et l'école d'à côté, il ne se passait rien. Et 2 ans après, l'équipe changeait puis le projet tombait. Alors, c'était de façon importante une réalité qui était vécue à travers le Québec. Dans ce cadre, nous avons élaboré toute une série de principes qui, selon nous, devraient guider les politiques d'insertion professionnelle. Je les énumère rapidement ici, mais je vais vous les présenter en détail. Ici, et là, je tombe vraiment dans le cœur de ma présentation. Vous avez compris que j'étais plus rapide en introduction. Donc, quels sont, selon nous, les principaux enjeux au regard de l'insertion professionnelle qui portent sur 2 grands thèmes, les conditions d'enseignement et les mesures d'insertion professionnelle. Les conditions d'enseignement sont absolument déterminantes pour améliorer les conditions d'insertion professionnelle. On ne peut pas améliorer les conditions d'enseignement en début de carrière sans améliorer les conditions d'enseignement en général. Je vais mettre ici en relief le travail que fait la FSE. Bien sûr, comme acteur syndical, on est au cœur de la lutte pour améliorer les conditions d'enseignement. Et juste ici, mettre en relief les priorités que nous avons eues lors de la dernière négociation de la convention collective et faciliter, donc présenter le lien que ça peut avoir avec les enseignants en début de carrière. Première priorité, c'était toute la question de la diminution du nombre d'élèves par groupe, les ratios, qu'on a eu au primaire et au premier cycle du secondaire. Lorsqu'on diminue le nombre d'élèves par groupe, on crée des postes. On a, selon nos calculs, 3100 postes d'enseignants qui ont été gagnés grâce à cette lutte syndicale. Et vous comprendrez que ça a un effet direct sur l'accès aux listes de rappel et l'accélération de l'accès à la permanence, ce type de revendication, tout en améliorant les conditions d'enseignement en général. On a aussi un accès plus rapide des contrats en formation professionnelle et en formation générale des adultes. Donc, ce n'est pas des accès à la permanence, mais c'est l'accès au contrat en temps partiel qui diminue la précarité en partie, en tout cas une certaine forme de précarité. Et enfin, il y a des mesures qu'on a été chercher aussi auprès sur la question des élèves en difficulté qui a eu un effet sur l'enseignement en classe régulière. Ajoutons que la question des droits parentaux, je ne l'ai pas nommé ici, mais toute la question des droits parentaux, c'est habituellement les personnes qui sont plus jeunes, qui ont des enfants, donc qui bénéficient en début de carrière, mais ce n'est pas en insertion professionnelle directement. Donc, l'amélioration des conditions d'enseignement, c'est un enjeu tout à fait fondamental et vous comprendrez que le travail que nous menons à ce sujet a un impact sur l'insertion au début de carrière.
Et je le dirai ici, j'en reparlerai peut-être en conclusion, mais ça a été présenté par M. Pat Tardy en début de journée. Ces enjeux-là, nous sommes le principal acteur qui travaille à ce sujet, mais ça a un effet sur la profession en général. Et c'est, selon nous aussi, une nécessité que tous les acteurs de l'éducation puissent mettre en relief les effets de la dégradation ou de la stagnation de la condition enseignante, des difficultés qu'il peut y avoir, des effets que ça a sur les enseignants, sur les élèves, sur l'éducation et sur la valorisation de la profession. Et dans ce sens-là, je pense qu'on a un intérêt commun à mettre ces enjeux en relief devant la société et les acteurs décisionnels de cette société. Autre enjeu qui est aussi en lien avec les conditions d'enseignement général, c'est toute la question de la concurrence. Le fait qu'on constate qu'il y a une dégradation de la condition d'enseignement, ça prend souvent la forme d'une dégradation des conditions d'enseignement en classe régulière, où on va avoir un double effet, un effet d'écrémage en classe régulière par la croissance continue année après année des élèves qui vont à l'école privée, et en effet de concurrence, le public qui développe des projets sélectifs. Alors, la classe régulière se trouve avec un effet d'écrémage où les élèves qui seraient les plus forts sont sortis de la classe régulière et en même temps, on fait une intégration des élèves en difficulté sans les ressources nécessaires. Alors, on comprend que débuter en enseignement, c'est difficile, mais débuter en enseignement dans une classe régulière où il y a des conditions qui sont pas favorables, c'est d'autant plus un défi qui est important. Par ailleurs, dans plusieurs régions où il y a des baisses de clientèle, particulièrement au secondaire actuellement, s'il y a une baisse de clientèle démographique, puis en plus il y a une croissance du privé, là on comprend que l'accès au contrat, à la permanence, va être beaucoup plus difficile pour les enseignants en début de carrière. Alors, ça clôt la question des conditions d'enseignement. Et là, je passe maintenant à toute la question des politiques d'insertion professionnelle en tant que telles. Alors, je vous développe notre vision, les grands principes qui, selon nous, devraient être pris en compte lorsqu'on organise dans une commission scolaire une politique d'insertion professionnelle pour les enseignants en début de carrière. La première des choses, c'est qu'il est tout à fait important de bien définir ce qu'est l'insertion et à quoi ça devrait servir. La journée d'aujourd'hui faisait très bien cette distinction-là. Donc, formation initiale, insertion professionnelle et formation continue sont trois choses qu'il faut définir séparément, bien qu'il y ait des liens. On sait qu'au début, on l'a dit au début, je l'ai noté, la recherche dit que le début de carrière, c'est une phase de survie. On débute en enseignement et on tombe en survie. Il y a un taux de désertion élevé, il y a une lourdeur de la tâche, on a une plus grande exposition à la violence, il y a des écarts entre les attentes et la réalité. Et dans ce cadre-là, l'insertion professionnelle doit reconnaître les difficultés qui existent et répondre aux besoins des enseignantes et des enseignants qui sont concernés. Et si je dis ça, c'est parce que il pourrait y avoir une mauvaise orientation si on se disait l'insertion professionnelle en début de carrière, ça devrait mettre plus de pression sur les enseignants qui commencent dès l'entrée en carrière pour les insérer le plus rapidement possible dans une démarche de perfectionnement pour atteindre le haut niveau de compétences professionnelles. Alors lorsqu'on est en situation de survie, c'est pas ça qui va nous aider à survivre. On se comprend bien. Dans le même sens, on se rend compte que l'écart qu'on peut rencontrer entre la formation et le contexte réel implique une certaine réflexion sur l'amélioration à faire en formation initiale. La journée d'aujourd'hui a mis en relief toute une série d'enjeux. Donc, on s'inscrit vraiment dans la réflexion qu'il y a aujourd'hui. Mais si on trouve que c'est important, c'est encore une fois pour dire il ne faut pas se retrouver dans une situation où on se dit les enseignants sont pas formés pour enseigner en classe. Alors, ils ont eu un bac de 4 ans, ils débutent, alors on va les bombarder de formation pour qu'ils finalement soient capables d'enseigner. On considère, à moins que je fasse erreur, que quelqu'un qui finit avec un bac, il est reconnu compétent pour enseigner. C'est pas quelqu'un d'expérience, mais c'est quelqu'un qui est reconnu compétent pour enseigner. Et dans ce cadre-là, il y a des ajustements, il peut y avoir des formations limitées, mais qui ne doit pas remplacer la formation initiale.
Un enjeu important, c'est toute la question de la concertation. Pour répondre aux besoins, il faut absolument avoir les représentants des commissions scolaires et des enseignants qui se concertent pour élaborer la politique au niveau de la commission scolaire, mais aussi dans chacun des établissements. Les enseignantes et les enseignants qui sont en place doivent faire partie de la réflexion et doivent, avec le personnel de direction, le personnel professionnel, et parfois il y a plusieurs catégories qui sont mises en jeu, donc décider ensemble de quelles mesures ils ont besoin, comment ça devrait être fait et de bien définir le rôle pour chacun. Donc toute la question de la concertation et d'un suivi par un comité paritaire au niveau de la commission scolaire. Les personnes visées, on doit ici viser toutes les personnes qui rentrent, qui débutent la carrière dans toute leur diversité. Et là, il y a toute une diversité de portes d'entrée pour rentrer dans l'enseignement au Québec. On doit tenir en compte cette diversité-là et répondre aux diverses situations. Par exemple, on peut offrir des mesures donc, qui sont variées et adaptées. Pour répondre à ces situations-là, je développerai un petit peu plus loin sur certains exemples. Donc, ça ne doit pas être un modèle unique, que tout le monde passe par les mêmes mesures, les mêmes formations, les mêmes accueils, le même accompagnement, le même mentorat. Ça doit absolument être adapté. Le tout doit être dans une vision qui permet la pérennité de la démarche. C'est pour ça que nous, à la FSE, on a toujours, et c'est notre position politique de base sur la question, c'est ce qu'on souhaite, c'est l'adoption d'une politique nationale d'insertion professionnelle des enseignants, c'est-à-dire une politique nationale qui encadre l'ensemble de la mise en œuvre de ces politiques à travers la province, avec un budget réservé et récurrent et des possibilités, bien sûr, de l'inclure dans la convention collective si on y inclut donc les principes que je suis en train de présenter. Alors, on a déjà, et là, Mme Lemeroux, je crois, va le présenter, un début de budget national qui commence à arriver là-dessus, sur la question de l'insertion. Donc là, déjà, il y a une avancée qui a été faite et il y aura probablement des orientations qui vont découler dans les prochains... oui. Alors, je termine en présentant les autres principes qui nous intéressent, qui doivent être mis en place pour les politiques d'insertion. Elles doivent être volontaires, c'est-à-dire que c'est c'est à l'enseignant de voir quel type de mesure répond à son besoin et donc ça permet un meilleur engagement de l'enseignant lorsque c'est volontaire et que ce n'est pas imposé. Ce doit absolument exclure nommément toute forme d'évaluation. C'est-à-dire que nous, on n'est pas contre, bien sûr, qu'il y ait des processus d'encadrement et d'évaluation des enseignants en début de carrière, mais lorsqu'on parle d'insertion professionnelle, par exemple du mentorat, bien, le mentorat ne doit pas servir à l'évaluation parce que l'accompagnateur, c'est la personne à qui tu confies tes vulnérabilités, tes problèmes, tes angoisses. Donc, il doit y avoir une cloison claire et nette entre l'évaluation et l'accompagnement. Enfin, il faut reconnaître le temps investi par les accompagnateurs, accompagnatrices et les personnes accompagnées. Donc, l'accompagnement, ça demande du temps, ça doit être reconnu et prévu donc dans la tâche et dans les budgets. Je ne développerai pas, si j'ai bien compris, j'achève mon temps. 2 minutes. Donc, peut-être mentionner qu'il y a certaines situations particulières où il y a des besoins tout à fait spécifiques en insertion professionnelle. Prenons le cas de la formation générale des adultes, où les enseignants sont avec ou sans expérience d'enseignement, avec ou sans diplôme d'enseignement, habituellement sans formation en andragogie, sans stage en formation générale des adultes. Donc, c'est vraiment, toutes ces catégories d'enseignants-là ont un type d'insertion professionnelle qui est tout à fait différente et les politiques doivent prendre en compte cette situation-là. Le tout dans un contexte de très haut taux de précarité, on l'a nommé ce matin. Même chose en formation professionnelle. En formation professionnelle, on est un expert du métier qui devient un enseignant débutant. Et après, on commence le bac. Alors, vous comprenez que là, il y a comme une inversion logique de la situation en formation professionnelle et de façon concomitante. Donc, on va faire le bac en enseignement professionnel et on va débuter l'enseignement, ce qui demande, dans ce cas précis, un arrimage encore plus important entre l'enseignement universitaire du bac et les politiques d'insertion professionnelle. Les spécialistes au primaire qui vivent une situation exacerbée aussi à plusieurs niveaux.
Je pourrais revenir si ça vous intéresse, mais je terminais en mettant en relief qu'il y a, selon nous, 2 visions à éviter. Une conception qui serait une conception de contrôle. Une conception de contrôle, c'est-à-dire de se dire, ben, les enseignants débutent, il faut les évaluer, il faut les encadrer et on va se servir des politiques d'insertion professionnelle pour le faire. C'est une vision, selon nous, à rejeter. Une deuxième, qui est plus industrielle, c'est de dire, ben là, on va accepter cette conception de contrôle-là pour aller chercher, par exemple, des conditions et des libérations, par exemple, pour de l'accompagnement. La vision que l'on développe à la FSE, c'est une vision professionnelle qui arrime à la fois des bonnes conditions d'exercice et une valorisation de l'expertise des enseignants dans le cadre des conditions que je vous ai présentées. Comme acteur, on joue un rôle à plusieurs niveaux, comme acteur syndical au niveau du ministère, des syndicats, des commissions scolaires, et on fait nous-mêmes de l'insertion professionnelle. On a produit toute une série de documentations sur le sujet. J'ai des guides qui sont présents aussi à la table d'accueil que l'on a produit sur la question de l'insertion professionnelle. Il y a d'autres matériels qui est disponible. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Bouchard. Maintenant, on va écouter Mme Lamoureux. Bon, Dieu, il y en a beaucoup d'ouverts. Je sais plus si Je pense que M. Bouchard a pas mal façonné ma présentation, parce que je suis supposée de parler de ça, mais on ne s'était pas parlé avant. Alors, je vais essayer, à travers ce qu'on avait déjà préparé, répondre ou placer les informations que M. Bouchard m'a demandé de vous parler. Je cherche au ciné. Alors, on va y aller par... je cherche le comment, on met ça en... F5. F5? Je suis du mode Mac maintenant, alors j'ai changé de religion. OK. Alors... Si. OK. Alors, on fait déjà une pub en partant. Vous avez notre site Internet. Nous avions laissé des dépliants à l'entrée. Je ne sais pas s'il en reste, des dépliants du SNP. Mais avant de vous parler des enjeux, des questions, de répondre aux questions, bon, je vois pas moi. Je vais plutôt pour ceux qui ne connaissent pas encore le SNP, qui sommes-nous? Comment sommes-nous structurés? Alors, c'est sûr que nous relevons du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, avec la DFTPS, la Direction de la formation et de la titularisation du personnel scolaire. Alors, nous sommes... une structure qui donne du soutien à l'ensemble de la province. Donc, nous sommes nationales. Je vous montre un peu dans les créneaux dans lesquels nous avons, nous poursuivons notre soutien, notre partenariat, nos échanges. Nous avons des comités. Nous avons des comités en formation qui touchent tous les secteurs, formation professionnelle, formation générale des adultes. Nous avons quelques partenariats qui sont en train de se placer avec le milieu anglophone. Nous avions un comité, mais la personne, vous savez, quand les gens partent, parfois, oups, ça tombe. Il faut trouver de la relève, alors c'est pas toujours facile. Nous aurons un partenariat avec le secteur anglophone. Nous sommes vraiment partenaires avec le CPIQ, donc avec les associations professionnelles. Nous avons aussi, un comité de travail pour le développement en région du SNP. Parfois, on voulait avoir des antennes du SNP dans les régions pour justement mobiliser les commissions scolaires d'une même région pour éviter justement, puis je vais en parler un petit peu tantôt, éviter qu'une commission scolaire qui a peu de moyens, peu de ressources, ne puisse pas justement mettre en place des dispositifs. Par contre, la commission scolaire d'à côté a travaillé, a vraiment développé. Alors, on veut justement qu'il y ait un partage de ressources et c'est le développement de nos régions. Il y a aussi le site Internet qui a été revampé, rénové
pour justement développer des outils et diffuser. Vous allez voir, notre mission, c'est la diffusion et c'est un lieu de convergence. Alors, on demande justement à toutes nos commissions scolaires qui mettent en place et qui ont un programme d'insertion de nous envoyer leur programme pour qu'on puisse le déposer sur notre site afin de justement d'inspirer les commissions scolaires qui n'ont pas encore, je dirais, mis la main à l'épaule. La main à l'épaule, on dit ça, la main à l'épaule? Je fais un péronisme, là, hein, oui. La roue, là, en tout cas, quelque chose comme ça. Oui, l'épaule à la roue, exactement. Un petit péronisme. Alors, nous avons aussi un dossier très, je dirais, majeur. Je dirais surtout dans la région métropolitaine de Montréal et de la région de Luco. Je dis ça parce que Mylène est là, qui nous fait des babayes. Alors, elle était revirée de bord. OK, elle revient avec nous. Alors, nous avons justement le programme d'aide pour les enseignants d'immigration récente. Alors, nous allons je dirais pas les former, nous leur donnons une journée d'information sur justement les valeurs de l'école québécoise à ceux et celles qui ont été formés à l'étranger, qui nous arrivent avec leur bagage et à qui on leur dit, non, vous n'allez pas enseigner tout de suite, vous allez avoir aussi de la formation, des cours à l'université, des crédits à aller chercher et un stage probatoire, sinon des stages, comme il y a dans le certificat en insertion professionnelle de qualification à l'Université de Montréal. Il y a aussi, je dirais, le laboratoire avec qui nous sommes vraiment branchés, le laboratoire d'analyse de l'insertion, le LADIP. Nous sommes un monde d'acronymes, si vous avez remarqué. Le SNP, et la CPIQ et le LADIP. Justement, il y a Liliane qui nous a parlé ce matin, fait partie de ce LADIP-là, où justement tout ce qui s'écrit sur l'insertion professionnelle, c'est une veille des écrits, des thèses, des mémoires, des bouquins, de tout ce qui sort sur l'insertion professionnelle. Alors, il y a des articles de fait, de résumés, de thèses que l'on dépose sur notre site. Plusieurs, justement, étudiants, chercheurs en maîtrise nous disent avoir eu recours à justement cette récension des écrits-là dans leur projet de maîtrise ou de doctorat. Donc, nous avons une permanence située, basée à la commission scolaire de Laval. C'est une équipe, une ruche d'abeilles qui vont répondre aux besoins, aux demandes des commissions scolaires, même des étudiants-chercheurs. Quand vous disiez tantôt, on a de la misère à aller faire de la recherche dans les milieux scolaires, appelez-nous, souvent nos réseaux se mettent à l'œuvre pour aller vous dénicher quelques enseignants un peu partout dans la province qui pourraient répondre à vos sondages, enquêtes et tout et tout. Alors, notre permanence veille justement à aller donner du soutien aux commissions scolaires. Je vais aller un petit peu plus loin pour vous donner notre mission. On est un lieu de convergence. Avec le temps, on devient un incontournable pour aider les commissions scolaires, les intervenants, je dirais même de mettre en contact des réseaux de personnes qui s'intéressent à l'insertion professionnelle ou qui héritent du dossier de l'insertion professionnelle dans leur milieu. Des conseillers pédagogiques, des directions d'école, des personnes, des directions des ressources humaines, des directions des services éducatifs. Alors, on met les personnes en réseau, en collaboration, des partenariats et également avec les universités, parce que souvent, on s'est aperçu qu'un programme d'insertion professionnelle qui se mettait en branle, lorsqu'il y avait les conditions, je vais en parler un petit peu tantôt, mais les conditions qu'un membre de l'instance syndicale de la commission scolaire et qui est un membre d'une université qui vient travailler avec le comité de travail pour élaborer un programme, c'est super gagnant et on avance beaucoup et on l'instaure d'une façon solide et récurrente. Parce qu'on va chercher vraiment les arguments pour convaincre les dirigeants de commissaires et autres dirigeants, directeurs généraux des commissions scolaires. Nous développons des outils, nous offrons des services, des outils. Parfois, on me dit, je suis une direction d'école, mais qu'est-ce qu'il faut que je redise à mes jeunes enseignants pour débuter l'année, tout au long de l'année? Alors, on a un pense-bête
qu'est-ce qu'un enseignant débutant doit penser en août, septembre, octobre, novembre. Et ça a été justement fait par des enseignants débutants qui ont dit, nous, ça nous a manqué. Alors, lorsqu'ils sont en congé de maternité, ils nous disent, je pense que j'aimerais ça travailler pour aider l'insertion professionnelle de ma commission scolaire. Et c'est comme ça, on a bâti des outils avec des jeunes, avec des enseignants qui, je dirais, accompagnent ces enseignants débutantes-là et des conseillers pédagogiques, entre autres aussi. Alors, nous avons aussi des animations que nous allons... En fait, nous aidons la commission scolaire, je pense qu'on leur montre plus à pêcher qu'on leur donne du poisson. Parce qu'à chaque année, lorsqu'on va aider une commission scolaire, on leur dit, oui, on va pouvoir co-animer avec vous la formation des accompagnateurs, admettons, mais l'année prochaine, c'est vous qui allez la faire. On vous laisse tout le matériel et vous l'adaptez. On l'adapte le jour, on la co-anime avec quelqu'un du milieu afin qu'ensuite, il soit autonome et répète. Et pour la formation 2 et la formation 3, parce qu'il en redemande ensuite les intervenants pour mieux cibler et établir leur rôle et fonctions. Nous avons, comme je disais tantôt aussi, un souci de soutenir les enseignants d'immigration récente par des partenariats avec le ministère de l'Immigration et des communautés culturelles et le ministère. Bon, les enjeux, tout le monde en a donné des enjeux. Quel angle qu'on voulait les prendre? Je vais les répéter, mais très brièvement. L'arrêtation des enseignants, l'accueil dans la profession, on a tout dit comment on les accueillait avec des tâches difficiles, etc. Je ne vais pas revenir et redonder là-dessus. L'accompagnement, oui, on est aussi pour un minimum de 2 ans parce que on sait que les jeunes enseignants changent souvent parfois même de discipline dans une même au secondaire. Ils n'ont pas été formés nécessairement toujours à cette discipline-là ou des compléments de tâches d'une discipline dans laquelle ils n'ont jamais étudié. Donc, un accompagnement minimalement de 2 ans au niveau de l'accompagnement. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on ne leur offrira pas d'autres services pendant les 5 premières années de leur insertion. Je pense que les deux vont ensemble, le développement professionnel et la formation continue. Faut vraiment pas que ça soit comme en silo, comme disait Liliane ce matin. C'est un continuum de la formation initiale. Les stages, les enseignants associés, que pensez-vous qui sont nos intervenants, nos enseignants accompagnateurs? Ce sont ceux qui se sont intéressés à la relève en accueillant des stagiaires, qui deviennent ensuite des enseignants accompagnateurs, des mentors, et vont aussi parfois dire à leur direction, écoute, ici, là, dans notre école, il faut mettre en place une structure d'accueil. Celui qui arrive au mois de novembre, il faut penser à lui remettre le cahier de la rentrée, le portfolio de l'école, etc. Donc, il faut vraiment se soucier tout au long de ces 3 étapes-là. Aussi, je dirais la mise en place, je pense que c'est ça que vous voulez que je parle tantôt, des mesures d'insertion professionnelle pour les enseignants. Les 2 mesures, retenez selon le 332, c'est avec la FSE et la CUPAT, le syndicat des enseignants anglophones, et le 369, c'est pour la FAE. Alors, lors de la dernière convention, il y a eu des mesures qui ont été retenues pour l'insertion professionnelle pour les enseignants. L'enjeu que je dis, puis je pense que j'ai une mémoire institutionnelle parce que j'étais au tout début des nouvelles allocations lorsque c'était pour les stages. Et comment ça a été difficile à mettre en place. Il y a encore des enseignants à qui je donne des activités de soutien pour les enseignants associés qui ne savaient même pas qu'il y a des sommes d'argent attribuées pour l'accueil de stagiaires. Oui, chacune des commissions scolaires les règle à leur façon, avec un partenariat, un comité paritaire avec le syndicat et le parti partenarial. Mais on s'est aperçu que ces allocations-là, des stages, moi je ne voudrais pas retomber dans le même pattern, excusez l'expression, que ça a été bon pour acheter des nouveaux rideaux dans la salle de prof. Alors, moi aussi, je m'insurge contre ça. Je voudrais que l'enjeu soit que ces sommes-là, qui sont dédiées à l'insertion professionnelle, soient efficacement et judicieusement bien utilisées pour former, je dirais, nos accompagnateurs qui vont aider la relève, qui vont donner des conditions facilitantes aux enseignants débutants dans le cadre de leur insertion et aussi
pour réfléchir à une collégialité d'accueil, d'accompagnement, de soutien, de formation, faut le dire, parce qu'ils veulent encore avoir des ateliers sur la gestion de classe, des ateliers pour la rencontre des parents, parce que c'est le plus grand stress en début d'année, comment je vais me présenter aux parents, comment je vais prendre, j'ai des élèves intégrés dans ma classe, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'un Asperger ou bon, etc. Exactement. Alors, ils nous demandent et souvent, les conseillers pédagogiques, en début d'année, quand ils rencontrent les équipes d'enseignants dans leur discipline ou dans leur... Ils disent, bon, c'est que ça, c'est comme l'année passée, on va procéder comme ci, comme l'année passée. Il y a une petite chose de nouveau, le paragraphe est changé, mais tout ce qui était l'an passé, il n'était pas là, les jeunes. Alors, quand on dit, il faut donner des conditions facilitantes, et ces argents-là, au moins, c'est un bon départ pour... Mais vous savez qu'il y a des commissions scolaires qui en avaient des commissions, qui ont des programmes d'insertion, des politiques d'insertion, sans avoir eu ces sommes-là. Ils étaient créatifs. Alors, continuons à être créatifs pour, je dirais, bonifier ces argents-là pour encore plus avoir l'occasion de mettre en place des mesures adaptées aux besoins de chacun et chacune des enseignants qui nous arrivent. Bon, ce qui fonctionne bien, justement, je veux dire, la volonté politique, lorsqu'il y a des volontés politiques, des gestionnaires qui croient. Là, je pense qu'on a passé, là, après 2 colloques sur l'insertion professionnelle, à la sensibilisation, c'est fait. On sait que c'est gagnant d'avoir un programme. On a trouvé les arguments pour dire aux commissaires, dans les budgets de la commission scolaire, là, pensez à mettre ça dans votre planification stratégique également, d'avoir un souci d'aménager un programme, un dispositif pour la relève. On a passé cette étape-là. Là, maintenant, la volonté politique, c'est à qui on donne le chapeau d'organiser ça. Mais comme on dit... ça prend tout un village en Afrique pour élever un enfant. Ben, ça prend tout un milieu scolaire pour aider notre relève enseignante. C'est vraiment une volonté politique de chacun, chacune, à tous les niveaux, du plus haut au plus petit, à l'autre enseignant. Et je vais vous dire qu'une culture d'accompagnement, d'accueil de la relève, d'insertion, ça fait en sorte que... Je vous donne un exemple. Notre réseau maintenant, notre site Internet est géré maintenant par une jeune enseignante qui a 10 ans d'expérience, mais qui a débuté ses stages. Elle a fait ses 4 stages dans une même commission scolaire. Je vais vous donner la commission scolaire de Laval, tant qu'à y être, je la connais mieux, là. Alors, commission scolaire de Laval, elle a fait les 4 stages. Elle a fait ensuite tous les ateliers qu'on lui proposait sur 5 ans. Elle a pris le temps de dire, mon besoin, c'est celui-là, sur 5 ans. Elle-même donnait un petit coup elle était sur le forum de discussion qu'on avait dans le temps, là, qui aidait les gens, les autres, posait des questions, s'entraidait au niveau virtuel. Et lorsque quelqu'un d'autre arrivait dans son école qui venait, « As-tu eu ta trousse? As-tu vu sur le Fortic où aller t'inscrire? As-tu vu? » Et elle a commencé à donner des ateliers en insertion professionnelle. Elle reçoit des stagiaires et elle a fait la formation pour l'enseignement des stagiaires. Elle a dit, « Moi, on m'a beaucoup donné, alors je donne au suivant. » Et c'est cette culture-là que le SNP, en tout cas, quand on va rencontrer les commissions scolaires, on leur dit, c'est gagnant. C'est pour ça que je voulais vous dire la volonté politique. Là, j'ai fait un grand détour pour y arriver. L'entraide, le partenariat vers un objectif partagé, ça rejoint ce que je viens de dire. Il faut sortir aussi de la commission scolaire et aller voir les autres commissions scolaires autour, les autres partenaires, le syndicat, les universités, les associations professionnelles. Un bon programme doit être aussi révisé parce qu'il n'est jamais canné. Parce que les besoins changent. On l'a vu ce matin. Les besoins changent. Les arrivages d'enseignants changent aussi. Le profil a changé. On a moins de femmes blanches catholiques là, maintenant. On a beaucoup. Surtout où il y a des métros qui arrivent. Il me reste 4 minutes. Oh mon Dieu. OK, alors moi, je suis comme Manon, pèse sur le piton quand on part. Hein? Alors, une formation des accompagnateurs, essentiel n'est pas un bon enseignant. Un bon enseignant n'est pas nécessairement un bon accompagnateur. Alors, bon, on pourrait faire un 15 minutes juste là-dessus. La diffusion d'informations, de contenu, ça va bien.
Le SNP, en tout cas, est un des boulons pour partager l'ADIP, le CRIFPE. Allons-y, partageons. Aujourd'hui, on a demandé justement de pouvoir ramasser tout ce qui va s'écrire. C'est écrit, les PowerPoint, les vidéos, pour justement les diffuser pour, hélas, des personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous. Bon, les problématiques, on en parle depuis ce matin. L'isolement des enseignants n'est pas... c'est malheureux qu'un enseignant qui est dans un milieu rural, et on a vu où il y a sur 12 enseignants, 8 enseignants en bas de 5 ans. Alors, regardez l'essoufflement des 4 autres pour aider ces jeunes-là, l'isolement. Donc, on veut vraiment offrir du soutien pour leur briser l'isolement. L'accès à la géométrie variable, on l'a dit également, et les conditions d'embauche, on en a parlé assez, je vais aller plus loin. Besoin d'accompagnement au quotidien, on en a parlé aussi, et c'est, je vous dis, là, les enseignants d'immigration récente, parfois, on dit non, ils ne sont pas compétents. Je regrette. Ils sont super compétents. La seule chose qu'ils font, souvent, c'est des gaffes par simplement manque d'information. La petite anecdote, un enseignant dans l'immigration récente dit à ses enfants, à ses élèves, écoutez, on se revoit demain. Non, non, monsieur, demain, c'est le jour P. Jour P. Alors, qu'est-ce que c'est le jour P? Bien, c'est la journée pédagogique. Alors, qu'est-ce qu'on fait la journée pédagogique? Alors, on reste chez nous. Alors, lui est resté chez lui. Voyez-vous la gaffe qu'il a fait, mais souvent, c'est par manque d'information. Alors, il faut les aider doublement. Établissement de pont, j'en ai parlé, université, milieu scolaire, direction régionale. Ils ont un rôle aussi, les directions régionales du MELS, à essayer d'unifier, je ne dis pas d'unifier, mais de rassembler, de coordonner les commissions scolaires on veut les aider justement, les directions régionales, pour les aider à mettre en place des, je dirais pas des antennes, mais des lieux d'échange, de partenariat. Il y a une belle complicité dans la région de Québec, entre autres, sous cet aspect-là. La Fédération des commissions scolaires aussi a son rôle à jouer, l'Association des cadres scolaires et même les intervenants communautaires. Que devrions-nous faire? Ben, je pense valoriser avant tout la profession. Autant tous les intervenants, on parle de la profession, si l'enseignant qui aide, on dit que c'est une profession qui est plat. Hein? On dit, OK, pour m'en sortir de l'enseignement, je peux être directrice d'école, directrice adjointe, je peux être conseillère pédagogique. Oui, on reste dans le milieu de l'éducation, j'y arrive. Alors, valoriser la profession, c'est aussi reconnaître l'apport de chacune dans le soutien à cette relève-là. Mettre sur pied partout dans la province, et je dis que ça s'en vient, le cadre le référentiel, pas le cadre de référence du MELS, ça s'en vient. Nous y sommes associés, nous serons dans l'action pour aider tous les commissions scolaires à mettre en place. Donc, ayez pas peur de prendre le téléphone ou le courriel de nous rejoindre. Développer une culture d'accueil, d'entraide dans chacune des écoles. Je l'ai dit tantôt, c'est comme les villages africains. Il faut tout le monde se mettre à la barre. Et apporter une attention particulière, justement, hier, et favoriser les échanges. En conclusion, je dirais que le SNP vise à promouvoir une culture d'accompagnement collégial, coopérative dans chacun des milieux. L'impact majeur au bout de la ligne, ça va être la réussite de leurs élèves. La réussite dans le sens que l'épanouissement également de leur personnel et l'apprentissage professionnel continu est une cible déterminante. Je dirais, j'espère être une profession qu'on souhaite en santé. Et je vais vous montrer ce qu'on donne lorsque on va rencontrer les directions, les étudiants qui nous invitent, les associations d'étudiantes qui nous invitent et les universités. On leur dit, bonne chance dans vos démarches professionnelles, faites-vous confiance, vous êtes capables. Et venez nous rejoindre où nous sommes, à notre site, au Facebook, au Twitter, au LinkedIn. Nous sommes là et nous donnons des outils à tous les jours. Alors, je pense qu'on pourrait également se dire, faisons-nous confiance, on est capable de mettre je dirais, une culture d'insertion professionnelle partout dans la province. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Lamoureux. Alors, si vous me donnez une petite minute, on va faire un transfert d'ordinateur pour amener Mylène Leroux avec nous.
Pendant ce temps-là, je voulais juste simplement en rajouter, c'est que nos services, ils ne coûtent rien. Le ministère nous supporte. Alors, quand vous nous appelez dans une commission scolaire pour aller donner ou aller rencontrer les étudiants dans votre université, on ne coûte rien. On y va. Parce que c'est un service qui est vraiment pour toute la communauté. Alors, c'était important de le dire. Là. Mon Dieu, les experts en insertion, habituellement, ça coûte quelque chose. On ne coûte rien, ça. Pub faite. L'image est très mauvaise. Il faudrait que tu mettes de la lumière sur toi, Mylène. Est-ce que tu es capable? Il faut que je te vois. Sa lumière de bureau. La lumière de bureau? Oui, tu peux mettre la lumière de bureau. Est-ce que tu as une lumière de bureau, Mylène? Si tu fermais ici. Non. C'est vraiment à l'écran. La caméra pointe bien intéressant. On va le deviner. Parce que ça me fout, là. Tantôt, c'était beaucoup meilleur que ça. Là. Je comprends pas pourquoi je suis branchée sur Internet pourtant. OK, on dirait que c'est peut-être un petit peu mieux. C'est pas très bon. C'est pas grave. T'entends. Alors, je sais pas, Mylène, si tu vois un peu la salle, si tu peux... Oui, OK. Parfait, alors on te laisse la parole. combien de temps est Environ une quinzaine à une vingtaine de minutes, maximum une vingtaine de minutes. Bon, alors, tout le monde vive la pratique duel, que on aurait fait aujourd'hui. Oui, je pense que Mylène, on va être obligé d'enlever l'image parce qu'on n'a pas... le son est vraiment mauvais. Je vais essayer comme ça. Vas-y donc pour voir. Bonjour. Est-ce que c'est mieux? Un petit peu. Un peu mieux, on va essayer, puis je vais te dire, on va faire un petit test, là, mais pour l'instant, l'image n'est pas très bonne. Là, j'ai enlevé ma caméra. Alors, essaye-toi, puis je vais rester proche de l'ordinateur pour ajuster le tout au besoin. Est-ce que tu veux que j'enlève ma caméra? Oui, je pense que tu vas devoir l'enlever aussi. OK. Au moins, on a une image claire de toi, Mylène. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est beaucoup mieux. OK. Alors, j'y vais. Je vais vraiment bonjour à tout le monde. Je dois maintenant m'expliquer au visage. Donc, je vais peut-être commencer en me présentant un peu, en fait, vous présenter brièvement les travaux de recherche sur lesquels je travaille et qui concernent l'insertion professionnelle. Puis, je reviendrai brièvement sur chacune des questions, quoique mes collègues avant moi ont précisé beaucoup d'éléments pour les premières questions. Moi, je me concentrerai peut-être sur la dernière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour favoriser une meilleure insertion dans la profession. Donc, au cours des dernières années, je me suis concentrée sur plusieurs projets de recherche autour de l'insertion professionnelle. J'ai un projet qui se termine cette année, qui est subventionné par le FRQSC, qui est une étude du développement de la résilience chez les enseignants débutants en insertion professionnelle à partir de leur réflexion sur la pratique. Donc, un peu dans l'esprit de ce que mon collègue Maxime Tassé présentait tout à l'heure, moi, je m'intéresse moins aux éléments qui font que les enseignants quittent la profession, mais plutôt qu'est-ce qui fait qu'ils restent. Et qui se développent davantage, qui réussissent à s'adapter positivement malgré les conditions difficiles qu'ils peuvent rencontrer. J'ai aussi partie en tant que co-chercheuse d'un projet FODAR qu'on démarre cette année sur l'insertion professionnelle et la résilience. Au départ, c'était d'enseignants en éducation physique parce que je collabore avec une équipe en éducation physique, mais on a ajouté un volet enseignement préscolaire et éducation préscolaire et enseignement primaire et aussi enseignement en adaptation scolaire. Et tout ça se déroule dans le réseau du UQ. J'ai également un projet avec
des collègues qui sont là aujourd'hui, je crois, mais je ne les ai pas vus. Alors, avec Liliane Portelance, avec France Dufour, avec Hélène Meunier, Monica Filipini, c'est un projet qui est subventionné par le CRIFPE parce que je suis aussi chercheuse associée au CRIFPE. Et on s'intéresse dans ce projet-là à la transition vraiment entre la formation initiale et l'entrée dans la profession. Donc, particulièrement aux initiatives qui sont mises en place par les universités pour préparer à l'insertion professionnelle, puis aussi accompagner dans les débuts, donc aussi les initiatives de partenariat avec le milieu. Et avec les subventions institutionnelles, j'ai aussi fait une recension d'écrits sur l'insertion professionnelle et aussi sur les programmes d'insertion professionnelle, ce qui m'a amené à collaborer plus étroitement avec ma collègue Joséphine Mukamurera de l'Université de Sherbrooke, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, on a écrit récemment des articles sur les conditions d'efficacité des programmes et aussi sur un survol de ce qui se passait au Québec à l'heure actuelle. Donc, ça, c'est peut-être l'élément sur lequel là, je reviendrai plus en détail tout à l'heure. Je suis également impliquée avec mes collègues du SNIP, donc je fais partie du comité du secteur jeune. Alors, j'ai cette préoccupation-là d'échanger beaucoup avec eux, de collaborer. Je suis aussi membre du conseil d'administration de l'Association québécoise des enseignants du primaire, où je m'occupe totalement des dossiers sur la professionnalisation et l'insertion professionnelle, ce qui m'a amené également à faire partie, il y a quelques années de cela, déjà, j'ai fait partie du comité du CPIQ sur l'insertion professionnelle. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, si je reviens brièvement. Maintenant, pour répondre aux questions, évidemment, bon, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer, je n'ai pas pu vous préparer une belle présentation PowerPoint, mais j'ai essayé de jeter quelques idées sur papier pour pouvoir apporter peut-être des éléments de réponse. Par rapport aux enjeux qui sont liés à l'insertion professionnelle des enseignants, les collègues en ont parlé tout à l'heure, il y a tout ce qui concerne la problématique de l'attrition. Au Québec, on parle d'environ 15 à 20 des enseignants qui quittent au cours des premières années. Et ce que j'ai vu dans certains écrits, c'est que dans d'autres professions, on parle d'environ 8 Donc, le taux d'attrition est quand même plus élevé et préoccupant. Ça peut entraîner, bon, évidemment, différentes conséquences, dont la pénurie dans certains milieux. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on voit dans des régions comme Montréal ou Québec, où je sais que le milieu est un peu plus saturé. Mais en Outaouais, par exemple, il y a un très grand besoin d'enseignants pour combler des postes. Là, moi, j'ai plusieurs étudiants finissants, enseignants débutants, qui réussissent à aller chercher des postes en sortant de l'université. Donc, il y a un très grand besoin de ce point de vue-là. Évidemment, on a décrit les différents obstacles que peuvent rencontrer les enseignants débutants, de la précarité de l'emploi, les pratiques d'embauche, le choc de la réalité, la lourdeur de la charge de travail, le manque de temps qui revient aussi souvent, le manque de soutien, l'absence de mesures d'accueil, etc. Donc, tout ça vient jouer évidemment dans cette problématique-là. Et ça fait en sorte que les enseignants débutants, ils sont souvent confrontés à des conditions d'entrée difficiles. Et pourtant, bien qu'ils soient dans une période intense d'adaptation et d'apprentissage, on a souvent les mêmes attentes envers eux qu'envers les enseignants chevronnés. On leur confie souvent des tâches plus lourdes, plus complexes. Donc, il y a aussi une réflexion, à mon avis, à faire de ce point de vue-là. Mon collègue Sébastien Bouchard de la FSE parlait tout à l'heure de l'importance d'améliorer les conditions d'enseignement. Je suis bien d'accord, dans une perspective générale, mais j'apporte cette nuance qu'il faut aussi réfléchir à quelles conditions, quelles tâches et quelles conditions d'entrée dans la profession on réserve aux débutants. Donc, plus spécifiquement, je crois qu'il faut aussi y réfléchir. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Ma collègue Lamoureux en a relevé plusieurs aspects de ce point de vue-là. À l'heure actuelle, le survol que l'équipe de Joséphine Mukamurera et Stéphane Martineau ont fait de la situation,
nous montre qu'il y a à peu près la moitié des commissions scolaires au Québec qui ont quelque chose de plus formel, donc qui ont des programmes plus ou moins développés. Là, parfois, on parle d'une brochure et d'autres fois, on parle de programmes très structurés, donc il y a des commissions scolaires qui sont très avancées en ce sens. Donc, je pense qu'on peut les prendre comme modèle. Et je dirais aussi qu'il y a de plus en plus d'études sur ce sujet-là. Donc, on a effectivement réussi à faire, dans les 10-15 dernières années, un travail de sensibilisation pour faire valoir l'importance de cette problématique-là, puis de l'importance de s'y pencher. Quels sont les problèmes? Bon, évidemment, il y a différents obstacles que les débutants rencontrent, mais au-delà de cela, je dirais que, bon, s'il y a la moitié des commissions scolaires qui ont développé quelque chose de formel, ben, il en reste, plusieurs commissions scolaires qui pourraient emboîter le pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe rien dans ces commissions scolaires-là, mais c'est que parfois, on parle de mesures, de dispositifs qui sont plus informels et qui ne vont pas nécessairement s'inscrire dans une certaine pérennité. Donc, cet élément-là est un aspect à considérer aussi. Les PIP, s'ils n'existent pas, les programmes d'insertion professionnelle, ils pourraient être consolidés ou renforcés. Principalement, je dirais, en s'appuyant aussi sur les écrits publiés sur ce sujet-là. Je reviendrai tout à l'heure sur les conditions d'efficacité qu'on voit dans la littérature. Bien, c'est sûr que si on en tient compte, mais on a de meilleures chances que les programmes réussissent. On pourrait aussi miser sur certaines mesures qui sont peu exploitées pour l'instant. Dans un chapitre que j'ai coécrit avec Joséphine dernièrement, on a relevé que les dispositifs électroniques, par exemple, qui peuvent présenter plusieurs avantages, sont peu exploités dans les programmes au Québec à l'heure actuelle. Il y a aussi l'allègement de la tâche auquel on pourrait penser. C'est une mesure qui est utilisée dans plusieurs pays, mais pas beaucoup, même pas du tout dans les programmes ici. Et je pense que c'est un élément auquel on pourrait réfléchir. Bien sûr, ça peut se traduire de différentes façons, mais il y a peut-être un élément à aller chercher là. Il y a aussi le partenariat avec les universités qu'on pourrait exploiter davantage, justement pour faire le lien avec la recherche qui existe à l'heure actuelle sur le sujet. Renforcer la concertation entre les différents acteurs pour qu'il y ait une mobilisation importante qui se fasse à tous les niveaux, donc pas simplement entre les commissions scolaires et les enseignants, mais vraiment entre tous les acteurs qui sont concernés par cette problématique-là. Maintenant, ce qui concerne les besoins, plusieurs ont été déjà mentionnés. Les enseignants débutants ont besoin de soutien, d'accompagnement, de collaboration, d'avoir accès à des activités de développement professionnel continu, oui, à de meilleures conditions d'embauche et de pratique. Ils ont besoin d'être informés. Et ce que moi j'entends beaucoup, ce que je vois dans la littérature, mais que j'entends beaucoup aussi dans le milieu, c'est le besoin de temps. Donc, quand on parlait, par exemple, tout à l'heure d'allègement de la tâche, ça peut être de dire, plutôt que de remplir toutes les journées pédagogiques, par exemple, avec des réunions, avec des formations, de juste laisser ce temps-là pour que le débutant qui met souvent plus de temps à faire des nouvelles tâches, des tâches auxquelles il n'est pas habitué, je pense au bulletin, par exemple, quand c'est la première fois qu'un enseignant fait les bulletins, ça peut être bien peut-être de trouver un moment de lui dégager du temps pour pouvoir faire ça. Peut-être qu'en début de pratique, il n'y a pas tant besoin de formation, mais préférer être libéré pour travailler sur sa planification, travailler sur l'évaluation, tout ça. Donc, c'est des éléments qu'on pourrait considérer. Je termine donc avec ce qu'on pourrait faire. Et ça fait l'objet d'un article donc, que j'ai écrit avec Joséphine, qui sera publié prochainement dans la revue du CRESPE, Formation et Profession. On y a proposé, dans cet article-là, on est revenu sur les bénéfices potentiels des programmes d'insertion, mais aussi les conditions d'efficacité à partir d'une recension d'écrits qu'on en fait, toutes sortes d'écrits, des écrits scientifiques, des écrits plus professionnels, des rapports, à travers le monde, donc pas seulement au Québec ou au Canada, mais dans une perspective internationale.
Et si on respectait, par exemple, ces différentes conditions-là, ben, je pense qu'on mettrait plus de chances de notre côté pour que les programmes réussissent. Donc, la première étape serait d'identifier les besoins des enseignants débutants. Donc, on dit tout à l'heure que les besoins sont diversifiés. Si on élabore un programme sans d'abord connaître les besoins auxquels on veut répondre, ben on met un peu la charrue avant les bœufs. Donc ça serait une première étape. Donc, identifier les besoins, mais aussi identifier les ressources disponibles. Donc, faire peut-être un bilan de ce qui existe déjà, de ce sur quoi on peut miser, de ce qui est disponible pour développer des mesures, mais donc de faire un portrait finalement de ces éléments-là. Ensuite, il faut déterminer des buts et s'assurer que ces buts-là, ces objectifs, sont clairs pour l'ensemble des personnes qui vont intervenir dans les programmes et s'assurer qu'il y a une cohérence aussi dans le programme. Le troisième élément serait d'avoir des dispositifs variés, donc avoir une combinaison de dispositifs, mais donc qui s'inscrivent dans une certaine cohérence. Dans l'article, on a recensé les dispositifs qui reviennent le plus souvent dans la littérature. Donc, évidemment, le mentorat, la collaboration, le soutien, l'évaluation formative, l'intégration au milieu, les réseaux d'entraide, la formation continue, l'ajustement des conditions de travail, etc. Donc, si on va chercher une combinaison de ces différents dispositifs-là, bien, on s'assure de répondre à un plus grand nombre de besoins. Ensuite, il faut déterminer les modalités de participation. Est-ce que, par exemple, ça va être une participation obligatoire ou volontaire pour différentes mesures? Est-ce qu'on va libérer les enseignants accompagnants et accompagnés? Est-ce qu'on va rémunérer, offrir une compensation financière? Est-ce qu'on va offrir ces mesures-là à différents moments de l'année? Je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, c'est peut-être M. Tarcé. Il faut que si on arrive en janvier, parce qu'on a un contrat à ce moment-là, bien, il faut qu'il y ait encore des initiatives, des activités qui soient disponibles pour ces enseignants-là. Donc, ça ne s'adresse pas seulement aux enseignants débutants qui réussissent à avoir un contrat pour l'année qui commence en septembre. Donc, il faut penser à ces éléments-là. Il faut aussi, cinquièmement, qu'il y ait un engagement de la direction d'école. La direction joue un rôle important dans l'insertion professionnelle, notamment en instaurant un climat d'école qui va favoriser l'insertion professionnelle. Donc, si on est dans un milieu où on a une culture d'accueil, ça va être beaucoup plus facile que si on est dans un milieu où les enseignants se disent, ben, moi, je te réserve la tâche la plus difficile. Avant que l'enseignant débutant arrive, on va vider sa classe. Donc, moi, j'ai rencontré des difficultés quand je suis arrivée. Toi aussi, tu dois passer par là, faire sa carapace. C'est sûr que dans cette deuxième option, dans cette deuxième école, ça va être un peu moins évident de réussir à s'insérer de façon harmonieuse. Ensuite, il faut aussi prévoir l'évaluation systématique du programme. Je disais tout à l'heure, au début, il faut se fixer des objectifs. Mais l'évaluation du programme va faire en sorte qu'on va pouvoir dire est-ce que ces objectifs-là ont été atteints et sinon, comment on peut faire pour réussir à les atteindre. Ça prend également un engagement politique et financier. Donc, ma collègue Lorraine l'a dit tout à l'heure, on attend avec impatience les orientations du NED. Il y a eu des sommes qui ont été versées. Bien sûr, quand le financement n'est pas seulement local, mais qu'il est national, on peut s'attendre à une plus grande pérennité du programme. Donc ça, c'est un aspect qui est important aussi. Et il faut qu'il y ait concertation et implication de tous les acteurs. Je l'ai dit tout à l'heure, alors je n'y reviendrai pas. Petit élément, je reviens un peu en arrière là, sur l'aspect financier. Je disais dans une étude qu'aux États-Unis, $1 investi donnait $1,50 de retombées positives. Donc, c'est finalement un investissement qu'on peut juger intéressant, je crois. Je termine sur un dernier élément et c'est la diffusion des initiatives ou des programmes. À l'heure actuelle, on sait qu'il existe à peu près dans la moitié des commissions scolaires des programmes, mais il y a aussi des initiatives informelles desquelles on n'est pas informé. Donc, une fois qu'il y a des activités qui sont mises en place, des dispositifs qui sont développés, il faut vraiment faire un effort de diffusion et publiciser ces différentes activités ou ces différents dispositifs-là
pour que les enseignants débutants aient accès. Donc, si on ne compte que sur le fait que la direction va le dire aux débutants, ben on passe à côté de quelque chose, puis finalement, ben on risque de ne pas avoir de participants à nos activités, parce que le message ne s'est pas rendu jusqu'aux débutants. Alors voilà, je vais terminer là-dessus. Je n'ai pas dépassé mon 20 minutes, je vais vous laisser du temps pour pouvoir poser des questions.